Yo tout le monde, bienvenue dans ce 13e épisode du podcast In EOG Mind. Alors au programme, la rubrique des news des 2 dernières semaines. Ensuite pour le débat, pour bien commencer l'année, je vous parlerai de mes découvertes de l'année dernière. Et pour terminer, on reviendra sur le chapitre, on reviendra sur le dernier chapitre de JJK Modulo. Et pour une première fois, le dernier chapitre de Spy X Family. Du coup, ne perdons pas plus de temps, on passe directement aux news de la semaine, après ce générique. On commence cette rubrique avec un comeback. Après 7 années d'absence, l'anime Dragon Ball Super va enfin faire son grand retour. L'annonce a été faite le 25 janvier dernier lors du Genki Damatsuri, un événement consacré aux 40 ans de Dragon Ball. La suite de l'anime intitulée The Galactic Patrol adaptera l'arc Moro du manga, mais aucune date de sortie précise n'a été encore révélée. Durant cet événement, on a appris également aussi que le manga, le premier arc de Dragon Ball Super aura droit à un remake qui sera intitulé Dragon Ball Super Beerus. Ce dernier devrait débuter normalement en automne 2026. Toujours du côté des animés, le manga de foot Awashi fait officiellement son retour cette année avec une saison 2. Pour cette saison 2, la série aura un changement de studio d'animation. C'est Production IG qui est connu notamment pour son travail sur IQ qui va laisser sa place à TMC Entertainment qui s'occupe actuellement de Sakamoto Days. Alors concernant la date de sortie, on n'a pas une date précise, mais cette saison 2 est prévue normalement pour 2026. Ensuite, Netflix a dévoilé la date de sortie de Bakido, la suite de Baki. L'anime sera disponible le 26 février 2026 sur la plateforme. Un nouveau visuel a été révélé également pour annoncer cette annonce. Dans cette nouvelle saison, Baki et les autres combattants devront faire face au retour à la vie de l'un des plus, c'est le plus célèbre, je pense, des samouraïs, à savoir Musashi Miyato. Du côté des adaptations de live action, la série God of War d'Amazon Prime dévoile de nouveaux acteurs après l'annonce de Ryan Hurst, connu pour son rôle de Hopi dans Son of Anarchy, qui incarnera le Kratos. On a également appris que Max Parker incarnera Heimdall et que Teresa Palmer, elle, incarnera Sif. On a appris récemment qui sont les acteurs qui incarneront Thor et son père Odin. Alors pour le rôle de Thor, si je le prononce bien, c'est Olafur Darri Olafsson, qui est là actuellement connu notamment pour son rôle dans la série Severance d'Apple TV+, et qui ce dernier va incarner le rôle de Thor. Et pour Odin, ce sera Mandy Patinkin, qui s'est illustré notamment dans les séries Esprit criminel et Homeland. Pour terminer cette rubrique, Glénat a annoncé la sortie en septembre 2026 d'une version deluxe des tomes de Bleach. Il est important de rappeler que la partie finale de l'adaptation finale du dernier arc de Bleach est prévue également pour juillet 2026. Donc pour les fans de Bleach, 2026 risque d'être une très très bonne année. C'est ainsi que se termine cette rubrique news. On passe maintenant à la rubrique débat où on va s'intéresser à mes découvertes de cette année 2025. Alors pour la rubrique, on va essayer de faire chronologiquement les mangas que j'ai découverts en 2025, dans l'ordre entre guillemets. Alors en premier, on va commencer avec Centuria, que j'ai commencé en début d'année 2025, qui est actuellement dispo sur Manga Plus et également dans les librairies. Alors j'ai oublié de préciser, mais bien évidemment on va essayer de pas trop spoil vu que c'est des découvertes et vous inciter justement à vous tourner vers ces petites pépites, on va dire. Alors du coup, pour revenir sur Centuria, on suit les aventures de Johan, un ancien esclave qui va reprendre le contrôle de sa vie. Malheureusement, alors qu'il est embarqué dans un bateau afin de s'installer dans une nouvelle région, un événement tragique va avoir lieu. La conséquence de cet événement, c'est que Johan, il va avoir une force surhumaine et une quasi-immortalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous éviter de spoiler, mais en gros, vraiment, l'événement du bateau, c'est vraiment dès le premier chapitre, donc c'est pas non plus, c'est un mini spoil. Mais bref, du coup, pourquoi Centuria c'est cool? Alors, déjà dans un premier temps, je trouve que c'est semblable à Demon Slayer dans le sens où c'est
c'est très classique, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est bien fait. Le rythme est très bien maîtrisé, ça fait que, comme dans Demon Slayer, ça fait que l'histoire prend son temps, mais on a quand même pas mal d'actions qui envoie le pâté comme on dit, mais vraiment qui fait le taf. Et même s'il y a de l'action, entre ces scènes d'action, il y a aussi des moments de vie, un peu simples qui te permettent de découvrir les personnages et également de s'attacher à ces derniers. Ensuite, au fil de l'aventure, on se rend compte que l'univers devient de plus en plus riche, ce qui montre que l'auteur maîtrise bien ce dernier et que plus on avance dans le manga et plus on en apprend sur le lore, plus ce dernier se complète, tout en intégrant des nouveaux mystères qui sont pas encore résolus et qui nous tiennent en haleine. Donc vraiment, plus on avance, plus l'univers du manga se développe et je trouve ça vraiment très intéressant. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de sauter le pas sur Centuria. Actuellement, le tome 3 est prévu pour le 12 février prochain en France. Franchement, si vous cherchez un bon petit manga, je vous le conseille. Ensuite, ma seconde découverte, ça a été Lazarus, le nouvel animé réalisé par Shinichiro Watanabe, connu principalement pour son travail sur Cowboy Bebop et Samurai Champloo, des classiques que je vous avoue j'ai jamais vus, mais dont tout le monde parle. Donc quand j'ai vu l'annonce de l'animé, j'étais curieux de voir, d'autant plus que ce dernier se déroule dans un monde un peu futuriste. Enfin, c'est même pas un peu, c'est un monde futuriste parce que c'est en 2052. Et personnellement, j'ai toujours eu une accroche particulière avec les œuvres de fiction qui un peu futuristes, mêlées à de la science-fiction et mêlées à du thriller. Ça a toujours été mon délire, on va dire. Et justement, Lazarus offre ces deux aspects-là. Pour faire un bref synopsis, en 2052, le docteur Skinner, un neuroscientifique nobelisé, a éradiqué la maladie et douleur grâce à un médicament qui s'appelle le Apna. C'est un médicament miracle qui est devenu limite indispensable à toute l'humanité. Sauf que 3 ans après la mise en circulation de ce médicament, ce dernier va disparaître. Et il va réapparaître d'un coup en expliquant que tous ceux qui ont pris du Apna vont mourir dans 3 mois. Et face à cette menace d'extinction massive de l'humanité, une équipe de 5 criminels d'élite, baptisée Lazarus, est fondée pour tenter de retrouver Skinner et ainsi développer un vaccin avant qu'il ne soit trop tard. Alors la question, est-ce que Lazarus ça vaut le coup? Alors, pour répondre directement à la question, c'est pas extraordinaire. Je pense que c'est pas du niveau de Samurai Champloo, de Cowboy Bebop, qui sont, je pense, unanimement considérés comme des classiques, même si je les ai pas vus encore, donc je pourrais pas donner un avis exact, mais je pense que ceux qui sont familiers avec l'univers de Watanabe, Lazarus comparé à Cowboy Bebop, Samurai Champloo, je pense que ça fait... C'est même pas comparable, je pense. Mais en soi, l'anime, je trouve, il fait le taf. Que ce soit au niveau de la qualité de l'animation, même ce soit le choix de certaines mises en scène pour illustrer les scènes de combat, ou bien même les choix de caméra, etc. Je trouve qu'il y en a de très, très pertinents. À cela, on ajoute aussi l'ambiance très jazzy qui est très agréable. En plus, les personnages sont sympas, notamment celui d'Axel, qui est, on va dire, un peu le personnage principal, qui me donne des vibes du style... il me fait penser à Ryo Saiba, dans le sens où, c'est-à-dire, il est tout le temps blagueur, mais tu sens qu'au fond, il cache un passé tragique, on va dire. Après, comme je le disais, c'est pas extraordinaire, donc forcément, il a quelques petits bémols. Et pour moi, ces bémols, ça va être principalement le scénario qui reste quand même assez basique en vrai.
Et également aussi le fait que vu qu'on suit plusieurs personnages, je trouve que certains manquent de développement. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon c'est vraiment un très bon animé, pardon. Et franchement, si je devais lui donner une note sur 10, je lui mettrais un bon petit 7. Et en plus, au vu de la fin, ne vous inquiétez pas, je spoil pas, mais au vu de la fin, je me dis que il est possible qu'une suite se mette en place. Donc à voir. On poursuit ces découvertes avec, pour moi, l'animé de cette année 2025. Je parle bien évidemment de Gachakuta. Alors, vu ma phrase pour introduire, vous vous doutez bien que j'ai adoré ce manga. Déjà, pour faire un mini résumé, alors ici on suit Rudo, un jeune enfant qui, à la suite de certains événements, va se retrouver dans le monde d'en bas, entre guillemets. Et ce monde d'en bas est un monde rempli d'ordures où on va dire parce qu'en gros le monde il est en l'univers de Gachakuta, il est sur on va dire deux niveaux. Dans le sens, dans le ciel élevé, il y a si mes souvenirs sont bons, c'est les célestes. Et en gros, ces personnes-là, en fait, quand ils jettent leurs déchets, ils les jettent dans le monde d'en bas. Et justement, Rudo va être envoyé dans le monde d'en bas parce qu'il va être accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est comme ça que débute l'histoire. Alors, pour moi, l'une des principales forces du manga de Kei Urana, c'est son univers et le chara-design des personnages qui tue, je trouve. Déjà, dès que tu vois le premier épisode, tu te dis t'es intrigué par justement le monde d'en bas. Et en plus, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure de l'animé, tu comprends bien que le monde d'en bas a sa propre culture, sa propre civilisation, et que vraiment ça donne une patte particulière au manga. Et aussi, pour revenir sur le chara design, rien que par exemple les personnages noirs, que ce soit le chef des nettoyeurs ou la secrétaire, je trouve qu'ils ont beaucoup trop de dégaine. Je trouve que c'est rare les personnages on va dire un peu renois qui ont des bons chara design dans les mangas. Je crois le seul qui me vient en tête c'est Bleach, mais sinon c'est rare, je trouve. Mais là je trouve qu'ils sont vraiment réussis. Et pour revenir sur l'univers, tu sens vraiment que ce dernier il est vivant, parce qu'au premier abord tu pourrais penser que le manga ça va être avant tout une quête de vengeance, mais tu comprends très vite que le manga il a plus à offrir. Et en plus, vu que j'ai tellement kiffé la saison 1, j'ai directement commencé à lire, et à un moment dans le manga il y a un plot twist. Ceux qui sont à jour dans le manga ils vont comprendre de quoi je parle. Mais franchement le plot twist il est incroyable, parce que déjà comment il est mis en place, tu t'y attends pas. Et surtout qu'est-ce qui concerne, c'est vraiment un truc de ouf en fait. Je trouve le plot twist il est tellement bien géré, parce que tu t'attends pas que le plot twist concerne ce personnage en particulier, et le moment auquel il vient, c'est un peu, tu t'y attends vraiment pas, et c'est ça qui te fait retourner le cerveau et qui te donne envie de continuer. Et vraiment c'est un plot twist qui comme on dit est un vrai absolute cinéma, comme le même on va dire. Et en plus le pire c'est que le perso qui est concerné par le plot twist, il refait le même dans le manga, et j'ai trouvé ça marrant. Mais non franchement ouais, le plot twist il m'a vraiment régalé. Le fait que le plot twist m'est autant surpris et retourné, je trouve ça montre à quel point l'autrice elle maîtrise son univers et elle sait comment nous surprendre. Après l'autre point fort aussi je trouve c'est le système de pouvoir, qui repose sur l'attachement que peut avoir les personnes à un objet qu'ils portent dans leur cœur. Et je trouve vraiment c'est un système de pouvoir qui est original, surtout que c'est vraiment des objets lambda.
que ce soit une paire de ciseaux, un parapluie. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que plus tu as un lien fort et tu t'attaches à cet objet, et plus tu peux aller au bout du potentiel de ce dernier et ainsi transcender ce dernier. Donc, comme vous pouvez l'entendre au son de ma voix, si vous n'avez pas regardé encore Gachakuta, je vous le conseille chaudement. La saison 1 s'est terminée, je crois il y a même pas, il y a deux. Je crois parce qu'elle s'est terminée en début fin 2025 si mes souvenirs sont bons. C'est vraiment récent que ça s'est terminé. Donc franchement je vous le conseille. Il y a également l'apparition des mangas en France. Il y a déjà 14 tomes qui sont sortis et le tome 15 est prévu pour le 4 février 2026. Après avoir parlé de mon animé de l'année 2025, on va enchaîner avec ma meilleure découverte de cette année, à savoir Gannibal. Alors, Gannibal, c'est un manga où on suit le personnage de Daigo Agawa. C'est un agent de police qui va être muté dans un petit village à la campagne du Japon qui s'appelle Kuge. Alors qu'il vient d'arriver, il va faire face à une découverte, on va dire, un peu macabre. Il va retrouver le corps d'une femme qui est complètement défigurée. Et c'est vraiment le point de départ du manga. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai dit que j'appréciais particulièrement le genre du thriller dans la fiction. Et là, on est servi dans Gannibal parce que on suit une enquête policière morose et inquiétante. Alors, déjà, je trouve que via le dessin et l'univers, il y a un côté très malaisant qui t'atteint quand tu lis le manga, et que surtout ce côté malaisant, il est ressenti par le personnage principal. Donc, à travers le dessin et la mise en scène et l'univers mis en place, l'auteur, il arrive à te faire ressentir le dégoût et la folie du personnage principal. Et en plus, ce côté-là, il est renforcé avec l'enquête dans le sens où t'arrives pas à cerner les intentions des personnages. Et quand je dis les personnages, c'est vraiment tous les personnages avec qui l'agent de police interagit, que ce soit le banal villageois. Tout le monde a une vibe un peu bizarre qui rend l'univers encore plus malsain et lugubre. Et en fait, ça fait que c'est compliqué de savoir dans le manga qui est bon, qui est méchant, qui dit la vérité. Et même ça s'applique, ce côté bon, méchant, ça s'applique également à l'agent de police, parce que, pour pas spoiler, mais au fil de l'enquête, on en apprend plus sur son passé et on comprend que c'est pas non plus le gentil policier, quoi. Il a sa part d'ombre. Et du coup, le fait de voir que, et justement ce côté où il y a ni bon ni méchant et que t'as une méfiance permanente sur les personnages, ça fait que vraiment t'es happé par l'enquête et que tu te rends compte qu'au fil des tomes, elle devient de plus en plus, elle est plus complexe qu'il n'y paraît, et vraiment tu rentres dedans et tu finis un tome, t'as envie déjà de commencer le deuxième, tu finis un deuxième tome, t'as envie de commencer le troisième. Donc vraiment, sur ça, le rythme il est parfaitement maîtrisé, parce que à chaque fin de tome, t'as un cliffhanger qui te donne envie d'acheter le nouveau tome. Là actuellement, je suis au tome 6, donc je suis à peu près à la moitié presque, parce que le manga se conclut en 13 tomes. Et franchement, pour ceux qui n'ont pas encore lu, si vous aimez les thrillers un peu macabres, je vous le conseille. Après, le seul bémol, c'est vraiment le seul bémol, c'est vraiment le seul bémol que je trouve, vu que j'ai pas encore fini, mais l'un des bémols, c'est vraiment que je le ferai pas lire à tout le monde, surtout pour les personnes un peu, on va dire, qui ont l'âme sensible, parce que quand même l'un des sujets du manga, ça traite du cannibalisme,
Le manga se gêne vraiment pas pour montrer les corps et surtout les persos cannibales ont un regard qui glace le sang. Donc si vous êtes pas trop fan d'histoire lugubre, enfin ouais, si vous avez pas, si vous êtes vraiment, vous supportez pas un peu les trucs un peu trop gore, passez votre chemin. Pour le reste, je vous le conseille fortement. Et du coup, pour conclure cette liste de découvertes, on termine sur un animé qui est pas vraiment une découverte, mais que j'ai regardé en 2025, surtout vers début de l'été. C'est Sakamoto Detsuga. Parce que il y a très longtemps, j'avais regardé le premier épisode, j'avais bien aimé, mais j'avais pas continué. Et là, je sais pas, d'un coup, je me suis pris, je dis vas-y, je vais me regarder les 13 épisodes. Alors du coup, Sakamoto Detsuga, pour faire un petit résumé, tu suis un élève de 17 ans, Sakamoto. 17 ou 18 ans, j'ai un doute. Je crois qu'il est en première. Mais bref, en gros, tu suis ses aventures parce que c'est le parfait élève, pour résumer. Voilà, c'est le meilleur terme pour résumer le personnage de Sakamoto. C'est l'élève parfait. Il a des bonnes notes, c'est un beau gosse, il est poli, il est gentil, il a tout. Et vraiment, ce qui est... du coup, Sakamoto Detsuga, c'est vraiment une comédie. Son but principal, c'est de faire rire. Et il réussit vraiment, il est marrant dans le sens où, vu que Sakamoto, c'est un être décrit comme parfait, l'humour, il est très burlesque, toujours dans la surenchère. Et justement, en fait, c'est vraiment comment Sakamoto se sort de situations un peu burlesques et folles. Et c'est ça qui est cool. Et ouais, non, c'est franchement, c'est vraiment un humour dans la deux-mesure. Donc si vous aimez ce type d'humour là, je vous le conseille. En plus, c'est super court, c'est 13 épisodes. Donc franchement, en plus, vu qu'il fait froid là en ce moment là, en un week-end, c'est l'animé feel good à binge-watcher en balle. Du coup, c'était mes découvertes de 2025. Je serais curieux de savoir quelles ont été vos découvertes de 2025. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et maintenant, on passe tout de suite à la rubrique des chapitres de la semaine. Alors, on commence avec le chapitre 128 de Spy X Family, qui est le début d'un nouvel arc, où, pour résumer, en gros, Yor, à son emploi, on lui a offert 2 places pour assister à un débat télévisé avec les acteurs d'une comédie romantique à succès à Ostania. Et justement, pour cette comédie, enfin pour ce débat, vu qu'elle-même elle est fan de la série, elle va inviter Lloyd. Et entre temps, avant d'inviter Lloyd, elle va croiser son frère. Et son frère, vu que le garçon est amoureux, comme on dit, amoureux de sa sœur, c'est vraiment glauque, mais bref. Et vu qu'il veut vraiment pas que Lloyd et Yor soient ensemble, il va s'incruster à ce débat-là. Et du coup, ouais, à ce débat télévisé, il y aura Lloyd, Yor et son frère qui sont réunis au même endroit, pardon. Ils sont là en tant que spectateurs. Sauf que à la fin du chapitre, un peu comme avec le bus, je pense que ouais, ça va être, on sait pas encore exactement si c'est un groupe de terroristes ou pas, mais en tout cas ils ont pris possession des studios où sont diffusés le débat pour faire passer leur message. On sait pas encore c'est quoi leur message, c'est comme ça que se conclut le chapitre, mais comme dans le bus, on va dire qu'il y a une prise d'otage là, mais cette fois-ci dans un studio télévisé. Alors, là je trouve ce qui va être intéressant, c'est que Lloyd
Yor et son frère ils sont réunis dans la même pièce, ils sont réunis au même endroit. Surtout que il y a pas si longtemps que ça, le frère de Yor commence à avoir des doutes sur Lloyd. Il pensait que c'était Twilight pendant un moment, mais finalement, vu que Twilight c'est un génie, il avait caché sa blessure à son épaule, si je me souviens son nom, donc ça avait limité ses soupçons. Mais vu que là il y a une prise d'otage, peut-être possiblement, vu que les trois cachent leur identité, peut-être il y en a un qui va être forcé de dévoiler son identité. Et je trouverais que ce serait bien que justement il y en ait... parce que vu que Lloyd, lui, il sait que le frère de Yor c'est un agent secret, mais je trouve que ce serait pas mal si Yor elle découvre que son frère c'est un agent secret aussi. Et je pense que ça permettrait aussi de faire avancer l'histoire justement sur le but du fait qu'il ait formé une famille. C'est-à-dire déjouer les plans du Premier ministre de Ostania. Et en plus, entre-temps, on a appris que... Enfin, là, on sait que maintenant, Yor est vraiment amoureuse de Lloyd, elle l'a dit à Anya. Et que surtout... Anya semble être liée, comment elle a trouvé ses pouvoirs, c'est lié, ça semble être lié justement au Premier ministre. Donc je trouve que ce serait intéressant que soit le secret de Lloyd ou soit le secret du frère de Yor soit découvert. Je pense que ce serait mieux que ce soit Yor qui découvre par exemple le secret de Lloyd pour voir un peu qu'est-ce qui est... En fait, si la dynamique de couple va continuer en fait. Je pense que ça pourra mettre des péripéties dans le couple et surtout faire avancer l'histoire, parce que quand même l'un des défauts de Spy X Family, c'est quand même que l'histoire quand même met du temps à se mettre en... Enfin, il y a beaucoup d'arcs qui ont eu lieu qui n'étaient pas du tout en lien avec... la grande affaire, on va dire. Donc à voir en tout cas. Là franchement ça faisait longtemps qu'un arc de Spy X Family m'avait intéressé. Donc à voir ce qui va se passer. J'espère qu'il va pas se passer un truc où finalement ça va être réglé de manière un peu humoristique. J'aimerais bien vraiment qu'il y ait un changement de dynamique dans le trio, justement, avec que l'un des trois découvre le secret des autres. Ensuite, on va évoquer Jujutsu Modulo. Alors, pour résumer le chapitre, on a le retour de l'enfant béni, de l'enfant béni, on va dire, à savoir Yuji, qui revient pour détruire, enfin, il met KO les Kailen et les humains qui préparaient un peu, on va dire, une embuscade. Ensuite, on revoit le combat entre Makora et Dabra. Là, on se rend compte que Dabra, en plus de savoir faire c'est le sort d'inversion, se soigner lui-même, il commence à comprendre un peu plus l'énergie positive. Et justement, il va avoir un autre sort, un peu comme Gojo avec... quand il a eu sa révélation contre Toji et qu'il a fait rouge, il est fort possible que Dabra développe un nouveau sort. Et enfin aussi, on a aussi la suite du combat du frère de Yuka, j'ai oublié son prénom, du frère de Yuka contre l'un des jumeaux, justement, qui sont en train de se battre. Et leur combat semble avoir touché à sa fin, parce que à la fin du chapitre, on semble voir le frère de Yuka donner un coup de lame à l'un des jumeaux, et on voit du sang, mais on sait pas qui a pris le coup. Vu comment c'est mis en scène, je pense que c'est le jumeau, il va y passer. Mais en bref, de ce que j'ai pensé du chapitre, je trouve que c'est
Encore une fois, là, c'est vraiment un très bon chapitre. Surtout, ça fait plaisir de voir Yuji et surtout de ce qu'il est devenu entre guillemets, parce que là actuellement, je pense, que c'est le plus fort de l'histoire de l'exorcisme. Le mec, il peut faire il a le sort de découpe de Sukuna, parce que il découpe tous les démons qui ont fui à cause de Dabra. Il peut faire des rayons noirs à volonté. Et il a le sort de la manipulation du sang. Et en plus, il a une résistance exceptionnelle parce que il est mi-humain et mi fléau, parce que comme le dit le Kailan qui l'attaque, il dit je ressens l'énergie il me fait penser à un Kailan, mais c'est pas vraiment un Kailan. Donc Yuji est à la fois un fléau et un humain. Et bref, comme Sukuna, en fait, il a transcendé l'humanité. Et en fait, ce qui est intéressant avec Yuji, c'est que il est devenu Gojo sans vraiment être Gojo. C'est-à-dire que c'est le plus fort, et que justement, vu qu'il a conscience du fait que c'est le plus fort et qu'il veut pas devenir comme Gojo, c'est-à-dire être vu comme une simple arme, il a complètement disparu de la société. Pas parce que il veut pas aider les autres, mais au contraire, pour lui, sa façon d'aider les autres, c'est de faire en sorte que ils se développent d'eux-mêmes et qu'ils deviennent indépendants d'eux-mêmes. Et ça, je trouve, c'est intéressant que Yuji ait ce parcours-là. Par contre, Akutami, il aime vraiment pas ce personnage de Yuji, parce que vu ce qu'avait dit le grand-père, au final, Yuji, c'est vraiment le personnage qui va finir seul. Je pense qu'il peut pas mourir. Limite, il est immortel. Mais ouais, je trouve ça intéressant qu'il a la solitude de Gojo, mais elle est pas traitée de la même façon, et que surtout, elle le fait pas. Alors que Gojo, lui, voulait transformer la société des exorcistes en étant toujours présent grâce à sa puissance, mais aussi en formant des élèves. Lui, Yuji, il a fait le choix de complètement disparaître, et de justement le fait que les gens ne puissent pas compter sur lui, ça va les pousser justement à se transcender et à être plus forts. Donc c'est plutôt intéressant. Donc en plus de ce qu'il dit, il va pas intervenir, il va laisser le combat du frère de Yuka et Yuka se terminer. Il a dit qu'il interviendrait seulement si Dabra gagne. Donc à voir. Et surtout, je me dis, parce que moi au début je pensais que Humain et Kailan, au final, même s'il allait avoir des pertes, ils allaient se rassembler pour un ennemi commun. C'est les autres extraterrestres qui sont dans l'autre planète, je pense qu'ils vont venir sur Terre. Mais vu que là on est au chapitre 20, je crois qu'on est au tout début du tome 3, il avait dit que ça allait se terminer en 3 tomes. Je me dis que peut-être ça fait court pour introduire encore l'autre espèce d'extraterrestre. Donc je me demande comment ça va se finir. J'espère juste qu'il va pas finir mal comme il a fait avec Jujutsu. J'espère cette fois-ci il aura une bonne fin. Mais moi je suis pressé de voir la suite, surtout de voir ce que va devenir Dabra, parce qu'en fait Dabra, là on comprend bien que un peu comme l'avocat dans Jujutsu, c'est un génie de l'exorcisme, quoi. Et que je pense que si quelqu'un lui montre l'extension du territoire ou bien d'autres sorts, il va les apprendre instantané, comme Sukuna l'avait fait contre Gojo avec la technique du comment on appelle ça, d'utiliser le sort d'inversion pour régénérer son sort. Donc on comprend vite que Dabra, lui aussi c'est un génie qui va, je pense, atteindre une sphère digne des Gojo et des Sukuna, donc à voir. Mais ouais, je suis impatient de voir la suite. Je me pose des questions quand même, je me dis vers quoi il va amener. Est-ce que, parce que je vois pas Dabra perdre, impossible pour moi. Donc est-ce qu'il y aura un Kuba Yuji Dabra? Ça aussi, j'ai des doutes vu maintenant la philosophie de Yuji, parce que je pense pas que
Dabra soit un méchant en soi. Donc je vois pas Yuji le combattre, surtout si je pense pas que Dabra veut conquérir la Terre. Donc c'est pour ça, pour moi, je me disais que Humain et Kailen allaient, même s'il allait avoir des pertes, à un moment allaient se réunir face à un ennemi commun. Mais vu là la tournure des événements et vu qu'on approche à la fin on est dans le tome 3, je me dis peut-être ça fait court pour introduire des nouveaux ennemis. Mais après peut-être je me trompe, hein, à voir. En tout cas, comme je l'ai dit, très 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 impatient de voir la suite. Du coup, c'est la fin de ce 13e épisode. J'espère que ce dernier vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou en laissant votre avis sur Spotify et Apple Podcast. Comme d'hab, on se dit à dans 2 semaines. Sur ce, peace!